Bonjour, Benjamin Tremblay, sur sa chaîne 7 jours sur Terre, a fait une analyse de l'aggravant de la situation et de la guerre qui s'est développée ces derniers temps entre Israël et le Liban, et je voudrais y réagir. Avant de commencer, je voudrais préciser quelques points techniques. D'abord, c'est ma première vidéo de ce genre-là, et donc je ne suis pas professionnel et je ne suis même pas un amateur habitué. Donc ça risque de paraître un petit peu rudimentaire, mais amateur. Je vous prie d'avance de m'excuser, je fais de mon mieux, et avec le temps, j'espère que je vais m'améliorer. Deuxièmement, pour bien être honnête sur ma façon de voir la situation, je suis israélien qui habite en Israël, et donc bien sûr, je ne suis pas objectif, j'essaie d'analyser ce que Benjamin traite dans sa vidéo de façon objective, et je me sers aussi bien sûr de mes connaissances en tant qu'Israélien, mais il faut être honnête, je suis israélien, et donc je suis d'une certaine façon un petit peu biaisé, plus ou moins, et c'est évident que je ne peux pas être complètement objectif. Troisième point, tout en étant francophone, j'ai quitté la France il y a très longtemps, des décennies, pour Israël qui est un pays non francophone, et donc c'est évident que je vais faire plusieurs fautes de français. Je vous prie ça aussi d'avance de m'en excuser. J'essaie de faire de mon mieux. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais reprendre plusieurs extraits de la vidéo de Benjamin. Je montrerai l'extrait et après j'en discuterai un petit peu. Donc ça risque d'être une vidéo un petit peu longue. J'espère que vous aurez cette patience. Merci beaucoup et commençons. Mais aussi des enfants, des innocents, ayant commis le crime odieux d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Première manipulation sentimentale. Ayant commis le crime d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Alors, c'est vrai bien sûr, mais la façon dont c'est exposé, c'est pour montrer la culpabilité d'Israël. On pourrait tout aussi bien mettre la culpabilité sur les membres du Hezbollah qui se trouvaient à cet endroit-là, à ce moment-là. Et qu'Israël attendait seulement le bon moment pour mettre son plan en exécution. On comprend qu'Israël attendait le bon moment pour mettre son plan en exécution. Non, on ne comprend pas ça du tout. On comprend qu'Israël s'est préparé pendant des années pour que le jour où le Hezbollah voudrait mettre son plan en exécution, Israël soit prête pour faire face à ça. Et justement, ça nous amène à poser une question très sérieuse. Si Israël a réussi à infiltrer, probablement à écouter les communications du Hezbollah à travers un coup de magie noire, alors c'est un atout immense, une véritable carte cachée à jouer seulement au bon moment. Pourquoi jouer cette carte maintenant? Pourquoi jouer cette carte maintenant? Eh bien très simplement, parce qu'il y a quelque chose que tu oublies complètement et que tu as mis dans toute ta vidéo. Depuis le 8 octobre, un jour après le massacre du 7 octobre, le Hezbollah n'arrête pas d'attaquer Israël alors qu'Israël n'avait absolument aucune histoire pendant des années avec le Liban, ou le Sud-Liban, ou le Hezbollah. Israël laissait le Liban tranquille pendant des années, le Hezbollah tranquille pendant des années. Le Hezbollah a décidé d'attaquer Israël à partir du 8 octobre, ça fait presque un an déjà de cela. Visiblement, pendant toute cette période-là, ça ne t'a pas dérangé du tout, mais maintenant, quand Israël décide de réagir, tout d'un coup, c'est Israël qui est la méchante. Et cette fois, elle nous annonce rien de moins qu'une guerre totale avec le Hezbollah menant à une invasion et une occupation du Liban par Israël. Maintenant, une invasion du Liban et une occupation par Israël. Alors, deux choses. Pour l'instant, c'est vrai que l'invasion a commencé, mais ça, c'était tout à fait possible, pas besoin d'être un prophète pour ça. C'est déjà arrivé en 2006, comme tu le remarques plus tard dans ta vidéo. Néanmoins, l'occupation est quelque chose de complètement différent. Et il n'y a personne en Israël, même pas les plus extrémistes, qui parle d'occuper le Liban. Israël a déjà fait ça entre à peu près 1982 et 2000, et pour essayer justement de stopper les organisations terroristes qui étaient là-bas, qui ont attaqué Israël. Ça n'a pas marché, on en a bavé, et on est sorti en l'an 2000, et depuis, plus personne en Israël ne pense de conquérir le Liban ou une partie du Liban et de la garder en notre possession ou sous notre contrôle. Alors, posons d'emblée la question taboue. Pourquoi Israël voudrait-il escalader le conflit actuel, quitte à risquer une guerre régionale? En fait, la réponse est relativement simple. C'est qu'il serait dans son intérêt de le faire. Tu demandes pourquoi Israël voudrait escalader la situation, et après tu réponds parce que c'est dans son intérêt de le faire.
comme s'il s'agissait d'une sorte de très grand intérêt économique, mondial, ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est dans l'intérêt d'Israël, non pas d'escalader, mais de faire face au Hezbollah qui, depuis, comme on l'a déjà dit, presque un an n'arrête pas d'attaquer Israël sans raison aucune. Israël est entouré de pays qui lui sont hostiles. Là, enfin, dans la vidéo, tu dis quelque chose qui est vrai. Depuis sa création, Israël se trouve entouré d'États ou d'organisations terroristes qui lui sont hostiles. Ça change petit à petit avec le fil du temps. Déjà il y a quelques décennies avec l'Égypte et la Jordanie, et encore un petit peu ces dernières années, car certains acteurs de la région, tout en étant pas vraiment satisfaits du fait qu'Israël existe, acceptent l'existence d'Israël dans cette région-là. Et là, tu es vrai. Dans le cas d'Israël, ça passe par tout un éventail de méthodes, incluant la subversion, les opérations clandestines, l'action directe, l'espionnage, la diplomatie ou le lobby des classes politiques. Alors là, tu définis les moyens dont Israël se sert pour assurer sa défense. Tu mets ça comme s'il s'agissait de quelque chose d'incroyable, mais c'est exactement la même chose pour tous les pays au monde, tous les pays occidentaux ou les autres d'ailleurs. Tous les pays au monde font de la diplomatie, de l'espionnage, enfin, tout ce que tu décris ici, c'est quelque chose qui est tout à fait, je dirais même, normal et acceptable dans le monde entier. Il n'y a rien de très spécial pour Israël. Et c'est exactement ce qui nous amène à la situation actuelle. Quand on regarde le contexte régional de manière absolument froide et lucide, on constate que les circonstances sont hautement favorables pour qu'Israël avance ses pions au Moyen-Orient. Alors là, tu fais un super saut en avant en parlant de la situation générale est extrêmement favorable à Israël pour qu'elle avance ses pions en avant, comme s'il s'agissait de quelque chose comme ça qui est tombé du ciel. Tout d'un coup, il y a maintenant des circonstances favorables. Tu oublies complètement de nouveau, tu ne rappelles aucunement, et d'ailleurs tu ne le fais nulle part dans la vidéo, tu n'as pas une fois rappelé le 7 octobre. Non, ce n'est pas favorable à Israël. Le 7 octobre n'est pas une date favorable à Israël. Ce n'est pas une date pour laquelle Israël jubile. Ah, enfin, on va voir enfin l'occasion de changer les situations géopolitiques. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas une occasion. Au contraire, c'est un drame. C'est une tragédie. La journée la pire dans l'histoire d'Israël depuis sa fondation, avec plus de 1200 victimes. C'est ce drame-là qui a amené le début de la guerre dans la bande de Gaza. Le Hezbollah a décidé de s'en mêler malgré toutes les demandes d'Israël. Et maintenant tu parles tout d'un coup comme si c'était en l'air. Il s'agit de la situation favorable à Israël. Mais c'est n'importe quoi. Commençons avec l'Iran, par exemple. C'est pas un secret. En temps normal, l'Iran et son réseau d'alliés constituent la plus grande menace aux intérêts israéliens. À travers le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, des milices en Syrie ou même les Houthis au Yémen, le régime iranien utilise des proxys pour s'attaquer à Israël. Tu parles des proxys de l'Iran, à Gaza, au Liban, au Yémen, en Irak, comme si tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il voudrait faire, c'est juste dissuader Israël. Alors, c'est vrai que bien sûr, ils mettent beaucoup sur Israël, mais n'oublions pas que l'Iran ne regarde pas seulement Israël. Le Hezbollah est la raison pour laquelle, politiquement, le Liban est paralysé et il est en une très grande crise depuis plusieurs années. Le Hamas a complètement conquis la bande de Gaza de l'autorité palestinienne. Il ne faut pas oublier que quand on parle des Palestiniens, l'autorité palestinienne et le Hamas qui a conquis la bande de Gaza sont différents. Les milices au Yémen, les Houthis, pour eux, frapper Israël, c'est juste un petit passant de côté. Ils sont là surtout pour prendre le contrôle du Yémen. D'accord, Israël, c'est juste un petit hobby de côté. Les milices en Irak, même chose, elles veulent prendre contrôle de l'Irak. Donc tu mets ça comme si l'Iran était le gentil pays qui veut faire opposition à Israël, alors qu'en fait, l'Iran est en train d'envoyer tous ses proxys pour prendre contrôle du Moyen-Orient dans son intégralité, et entre autres aussi d'attaquer Israël. Car en ce moment, l'Iran cherche activement à se rapprocher de l'Occident afin de négocier la levée des sanctions étouffantes imposées contre elle, visant notamment son programme nucléaire. L'Iran cherche activement à se rapprocher de l'Occident. C'est absolument n'importe quoi, ça. L'Iran ne cherche pas du tout à s'approcher de l'Occident. Donc, d'une manière qu'elle soit, elle fait peut-être maintenant ce que tu décris juste après. Peut-être qu'elle fait certains petits pas diplomatiques juste pour gagner un petit peu de temps, mais ça ne va pas chercher plus loin que ça. L'Iran n'essaye pas du tout de s'approcher de l'Occident.
Pour le remplacer, les Iraniens viennent d'élire Massoud Pezeshkian, un nouveau président provenant de l'aile modérée. Le nouveau président de l'Iran, quelqu'un de modéré? À l'heure où j'enregistre la vidéo, juste hier soir, il a tiré plus de 180 missiles sur Israël. Dans le passé, il a soutenu les gardes du corps de la révolution islamique. Donc peut-être qu'il est moins extrémiste que le précédent, mais d'ici à le traiter de quelqu'un de modéré, je pense qu'il y a un pas un petit peu trop grand qui a été franchi. Pour se rapprocher de l'Occident et surtout des États-Unis, l'Iran doit se montrer extrêmement prudent, sage et toujours éviter de tomber dans le piège en contribuant à une escalade. L'Iran doit se montrer extrêmement prudente. Ah ben non, pas plus tard que... Il y a 6 mois, elle a envoyé plus de 300 missiles balistiques et drones, roquettes, missiles de croisière et tout sur Israël. Et pas plus tard qu'hier soir, au moment où j'enregistre cette vidéo, plus de 180. D'accord. Imaginez juste un seul missile balistique envoyé sur l'Europe ou sur le Canada, comment le monde réagirait. La ICG de 300 en avril, 180 hier, vous appelez ça être prudent? Car soyons sérieux, les Israéliens ne veulent rien savoir d'une levée des sanctions sur l'Iran, encore moins d'une capacité nucléaire pour Téhéran. Les Israéliens ne veulent rien savoir sur la levée des sanctions nucléaires sur l'Iran. Ah ben oui, c'est tout à fait logique, non? Benjamin Morsa, comme s'il s'agissait de quelque chose d'ignoble de la part d'Israël, mais l'Iran déclare qu'elle veut détruire Israël. Il n'y a aucun autre pays au monde qui a un pays qui déclare qu'il veut littéralement le liquider. D'accord? Même la Russie envers l'Ukraine, la Russie se revendique une partie du territoire ukrainien. Il n'y a aucun pays au monde qui déclare de façon claire et nette qu'elle veut détruire un autre pays. Et l'Iran a tiré 300 missiles en avril, 180 fin septembre, au début octobre. Donc, de nouveau, j'espère que la France ou le Canada ou d'autres pays aussi s'inquiéteront le jour où il y aura un autre pays qui voudra littéralement détruire leur pays. Ils sont parfaitement confortables dans un monde où l'Iran est pauvre, sanctionné et isolé. Les sanctions nucléaires n'ont absolument rien à voir avec les pauvres. Alors, rien à voir du tout. Qu'est-ce que ça a à voir? Si l'Iran ne développe pas l'arme nucléaire, alors ils seront pauvres? Ça n'a absolument rien à voir. S'ils peuvent trouver un moyen de pousser l'Iran à se commettre juste assez pour saboter les négociations et s'auto-disqualifier, ce serait une véritable bénédiction. Bon, si le régime iranien a bien des défauts, il n'est pas stupide. Jusqu'ici, il refuse de tomber dans le piège alors qu'Israël sort de son chemin pour l'impliquer dans le conflit. Israël a bombardé le consulat iranien en Syrie, assassiné le chef du Hamas en pleine capitale iranienne le jour de l'inauguration de Pezeshkian. À chaque fois, la réaction iranienne a été configurée de manière à empêcher une escalade. Oui, c'est vrai, 300 tirs sur Israël en avril, 180 hier, oui, absolument. Vraiment, ça empêche toute escalade. Sans un appui fort de l'Iran, ils sont tout simplement incapables de mener une campagne prolongée et intensive face à l'armée israélienne. Sans un appui fort de l'Iran, le Hamas et le Hezbollah sont tout simplement incapables de mener un combat intensif contre Israël. Oh, les pauvres! Oh là là! Pauvre Hezbollah, pauvre Hamas! Et ça, Israël est parfaitement au courant. Avec l'Iran menotté, le Hezbollah et le Hamas sont essentiellement laissés à eux-mêmes et placés dans une position de vulnérabilité extrême. Voilà donc. C'est incroyable de montrer comme s'il s'agissait d'ONG qui aident à combattre la famine dans le tiers-monde. Ce sont 2 organisations terroristes reconnues depuis des années comme terroristes par la majorité, si ce n'est l'entièreté du monde occidental, depuis des années, des organisations qui sont là juste pour détruire Israël et au passage détruire aussi les habitants locaux et au Liban et à Gaza. Et Benjamin, on parle comme s'il s'agissait de pauvres petites organisations qui se font saccager par l'ogre israélien et sans soutien de l'Iran, ils seront complètement abattus. Une étape de plus vers le contrôle effectif de la bande de Gaza.
En vérité, Israël a contrôlé la bande de Gaza de 67 jusqu'en 2005 pendant 38 ans. Israël a quitté la bande de Gaza de sa propre volonté, de façon unilatérale en 2005. Et personne n'a pas que quelques extrémistes en Israël, c'est vrai qu'il y en a. Personne n'a envie qu'on retourne là-bas, qu'on recontrôle la bande de Gaza. Et on en a assez bavé. Et à part vraiment quelques extrémistes, personne ne veut retourner, ne veut contrôler la bande de Gaza. Et pendant que le fer est chaud, pendant que l'Iran est sur les marges, pendant que le nord d'Israël est déjà évacué et vidé de sa population en raison des échanges de tirs avec le Hezbollah, le nord d'Israël est évacué à cause des échanges de tirs avec le Hezbollah. Faux. Le nord est évacué à cause des tirs du Hezbollah. Après, c'est devenu un échange de tirs puisque Israël a réagi. Mais il faut bien mettre un ordre dans les choses, parce que sinon, on met un petit peu à pas d'égalité quelque chose qui n'est pas égal du tout. C'est le Hezbollah qui s'est mis du 8 octobre à tirer sur Israël, en veux-tu en voilà, de tous les côtés. Et c'est pour ça que le nord d'Israël est évacué. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces échanges de tirs entre les deux côtés et qu'il y a maintenant la guerre. alors aussi bien la faire maintenant, pendant que les astres sont alignés pour Israël. Pendant que les astres sont alignés avec Israël. Alors ça, vraiment, c'est vraiment une question de chance et d'astrologie. Et aucun doute. Le 7 octobre n'a rien à voir avec ça. Le fait que le Hezbollah ait attaqué Israël dans le nord, sans fin, n'a rien à voir avec ça. Les Houthis au Yémen qui n'ont rien à voir avec Israël, à 1800 km nous ont attaqués, des milices en Irak nous attaquent. Mais sinon, c'est vrai qu'à part ça, c'est juste une question de désastres qui sont alignés pour Israël. Je sais que certains voient l'Iran comme la puissance de l'ombre, la bête dangereuse qu'il faut surtout pas réveiller. Mais la réalité est beaucoup moins romantique. Le fait est qu'en dehors d'attaques ciblées à travers le Hamas, le Hezbollah ou d'autres groupes armés sous son parapluie, l'Iran a des options limitées contre Israël. Une guerre terrestre relève de la folie. Et même si l'Iran était complètement fou, avec la présence américaine en Irak et en Syrie, impossible ne serait-ce que de se rendre jusqu'à Israël. Benjamin décrit l'Iran comme en termes presque romantiques. D'accord ? En parlant des proxys de l'Iran comme le Hezbollah, le Hamas, et visiblement il trouve ça tout à fait normal et tout à fait légitime. En fait, c'est l'Iran qui est la pauvre victime dans cela, parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment la force d'attaquer Israël comme tout le monde le croit. Et juste après, d'ailleurs, l'exemple des 300 missiles et drones envoyés sur Israël, c'est vrai que la plupart d'entre eux ont été interceptés. Je trouve ça complètement aberrant de dire que l'Iran est la victime ici. Ensuite, la dernière fois que l'Iran a essayé de frapper Israël avec des missiles et des drones, non seulement ils ont été largement interceptés par la défense israélienne, mais encore plus, la Jordanie a elle-même déployé ses propres avions de chasse pour intercepter les projectiles iraniens au-dessus de son territoire. Alors là, ça va encore mieux. Sans le dire de façon explicite, il donne vraiment l'impression que les Jordaniens sont très très méchants d'avoir stoppé l'attaque iranienne contre Israël, qui passait au-dessus de leur espace aérien. Attention, des missiles qui ont attaqué Israël de l'Iran, qui ont violé le territoire jordanien. Les Jordaniens se sont défendus, même si l'attaque n'était pas, même s'ils n'étaient pas même la cible de l'attaque. Et visiblement, ça dérange Benjamin. Il fallait laisser passer les missiles. Le Maroc a reçu le Sahara, donc il regarde ailleurs. Le Soudan a été retiré de la liste des États terroristes, donc il regarde ailleurs. Les Saoudiens veulent un programme nucléaire, une promesse de défense, donc ils regardent ailleurs. La Jordanie, le Bahreïn, les Émirats arabes unis. Personne n'est prêt à sacrifier ses cadeaux pour dénoncer Israël au nom de la cause ou de la fraternité. C'est chacun pour soi. Benjamin se plaint que plusieurs États arabes aux alentours sont en fait tout à fait favorables au fait qu'Israël essaie de détruire des organisations terroristes, je le rappelle, et il met ça sur le dos de chacun reçoit ses petits cadeaux, et comme ça chacun regarde ailleurs. Non, justement c'est l'inverse. Chacun regarde à l'intérieur. Tout le monde a peur de ces organisations terroristes qui pourraient leur faire du mal à eux aussi. Et bien sûr, quand on n'a plus d'arguments, alors on met la cause palestinienne. La cause palestinienne, la guerre de Gaza à voir avec les Palestiniens, même que ce n'est pas contre l'autorité palestinienne, mais contre le Hamas qui n'est pas l'autorité palestinienne, et la guerre au Liban n'a absolument rien à voir avec les Palestiniens, alors rien de rien. Le Hezbollah n'a pas attaqué Israël pour aider les Palestiniens, mais juste profiter de la situation. Chaque fois qu'il se passe quelque chose et qu'on n'arrive pas à expliquer contre Israël ou qu'on n'a pas d'argument, alors on remet la cause palestinienne sur le dessus.
La Syrie, un allié historique de la cause palestinienne et du... La Syrie est un allié historique des Palestiniens. Quand ça? Quand est-ce que la Syrie n'a ne serait-ce que bougé un petit doigt pour les Palestiniens? Jamais. En fait, les forces israéliennes peuvent déjà opérer en Syrie en toute impunité, comme si c'était une extension de leur propre territoire. Seulement depuis le début de la guerre, plus de 180 raids aériens ont été lancés contre les territoires syriens par Israël, sans véritables conséquences. Israël a mené de multiples frappes en Syrie, c'est vrai, contre le Hezbollah et contre des dirigeants iraniens qui s'occupent d'armer et de diriger ou de soutenir le Hezbollah. Aucune des attaques n'a été faite contre la Syrie directement. Si la Syrie laisse sur son territoire le Hezbollah opérer de l'intérieur de la Syrie, et ben ma foi, tant pis pour eux. Hein. Après, comme si la Syrie était envahie par n'importe qui pour sa grand-mère, il ne faut pas oublier que le Hezbollah est là-bas par la volonté de la Syrie. Ils ont aidé Bachar al-Assad dans sa guerre contre les rebelles. Je rappelle que l'Europe a accepté des millions de ces réfugiés syriens, d'accord, en Europe. Donc, ils sont là-bas impliqués, invités, d'accord, par la Syrie, y compris les forces iraniennes qui sont là-bas. Encore plus, il est important de comprendre que le Hezbollah est d'abord et avant tout une organisation politique dotée d'une aile armée. Alors, le Hezbollah est avant tout une organisation politique, c'est complètement faux. C'est exactement l'inverse. Le Hezbollah a été fondé au début des années 80 et principalement au début des années 90 comme une organisation terroriste par définition, qui est là juste pour combattre Israël. Et après, petit à petit, avec le temps, et avec son renforcement et sa puissance, elle a décidé de rentrer, de faire partie de la politique libanaise. Le Hezbollah, par sa propre définition, n'a jamais été une organisation qui était d'abord politique ou pour le bien des Libanais, mais d'abord terroriste, qui après est rentré dans la politique libanaise jusqu'au point d'ailleurs à la transformer en complètement inopérante aujourd'hui et complètement paralysée. La dernière chose dont a besoin le Liban, c'est d'une guerre totale avec Israël. La dernière chose dont le Liban a besoin est d'une guerre totale contre Israël. Alors là, Benjamin a tout à fait raison. Seulement c'est au Hezbollah qu'il faut le dire, pas Israël. Ça fait, comme on l'a dit, presque un an que le Hezbollah tire sur Israël. Israël en a eu marre à un moment donné, et ben ça se comprend quand même. C'est au Hezbollah qu'il faut parler, pas à Israël. En fait, c'est en grande partie pourquoi le Hezbollah est resté relativement passif et spectateur depuis le début de la guerre. Certes, il fait acte de présence, mais très conscient des circonstances, il calcule ses gestes pour éviter une escalade qui serait clairement favorable à Israël. Benjamin continue en disant que le Hezbollah s'est bien gardé d'être très restreint et en prenant bien conscience de ne pas faire escalader la situation. C'est complètement l'inverse de la réalité. Israël n'avait rien à voir avec le Liban. On n'a eu aucun combat ou altercation avec le Hezbollah depuis la guerre de 2006. Ça fait 17 ans jusqu'à l'octobre 23. Et que malgré le fait qu'Israël sait que le Hezbollah veut la détruire et s'arme énormément, Israël n'a mené aucune opération contre le Hezbollah juste pour garder ce calme-là. C'est le Hezbollah qui s'est mis et qui est continué, même après plusieurs demandes d'Israël d'arrêter, de stopper, de cesser, pour que la situation ne s'escalade pas. Et le Hezbollah a toujours refusé et toujours continué d'attaquer. Et de dire que maintenant, c'est le Hezbollah qui voudrait garder sa restreinte, alors pas du tout. Alors maintenant, tout d'un coup, Israël est passé à une offensive beaucoup plus importante. Le Hezbollah, peut-être, n'arrive pas à y faire face. Et tout d'un coup, Benjamin se plaint que c'est à cause d'Israël. Encore une fois, c'est un retournement complet de la réalité de la situation. Il semble que tous les feux sont ouverts pour une invasion et une occupation du Liban. Non. Pour Israël, tous les feux sont verts pour une invasion et une occupation du Liban. Alors, pour une invasion, oui, on comprend, on a déjà expliqué, même que le monde fait beaucoup de pression, d'accord, pour ne pas continuer à envahir. Mais bon, ça, on accepte une invasion, d'accord, mais pour l'occupation, c'est déjà la deuxième fois dont Benjamin se sert de cette expression-là. Israël ne veut pas occuper le Liban ou le Sud-Liban. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Rien du tout. On ne veut pas du Sud-Liban, on ne veut pas le contrôler, on ne veut pas le garder, on ne veut pas y installer des colons. Rien du tout. On veut juste le calme à nos frontières. C'est tout. Encore plus, l'éléphant dans la pièce, c'est l'influence du lobby pro-israélien sur la politique américaine.
L'influence du lobby pro-israélien dans la politique américaine. Alors, d'abord, il faut savoir que les Américains, pas tous les Américains sont pro-israéliens, ni les Juifs américains. Mais là, il y a eu vraiment une sorte d'indice dégoûtant de Benjamin qui, sans le dire explicitement, en fait, il parle des Juifs américains sur la politique américaine. C'est exactement ce qu'il veut dire. Il ne se sert pas de cette terminologie-là pour qu'on ne le traite pas d'antisémitisme, mais quand il parle du lobby pro-israélien, d'accord, le fait qu'il y ait des gens qui soient pour Israël, d'accord, ça pourrait a priori être tout à fait normal, d'accord, qu'on pourrait être contre Israël, mais exposé de la façon dont il le montre, ça montre très bien ce qu'il a derrière la tête. Les leaders américains ont déjà une marge de manœuvre limitée face à Israël. En contexte électoral, elle disparaît complètement. Alors là, vraiment, on se croirait vraiment à échanger les rôles. D'accord ? L'Amérique, 330 millions d'habitants, un des plus grands pays au monde, et la plus grande puissance du monde, loin devant tout le monde. Peut-être que la Chine se rapproche un petit peu sur le plan militaire, mais pas plus que ça, ou économique. Alors Israël, un petit pays de 9 millions d'habitants, c'est ridicule de dire que les États-Unis, que les leaders américains n'ont aucune marge de manœuvre face à Israël. Les pauvres petits Américains qui ne font pas le poids à l'énorme puissance, par rapport à l'énorme puissance intergalactique israélienne. En fait, mes amis, arrêtons de jouer dans cette mauvaise pièce de théâtre et soyons sérieux. Le secret de Polichinelle, c'est que les États-Unis, eux-mêmes, veulent se débarrasser du Hezbollah et de l'influence iranienne au Liban. Eh bien, honnêtement, si vraiment Benjamin aurait quelque chose à faire des Libanais eux-mêmes, lui aussi devrait vouloir se débarrasser du Hezbollah et de l'influence iranienne au Liban. En fait, en 2006, la dernière fois qu'Israël a envahi et occupé le Liban, l'ambassade... En 2006, la dernière fois qu'Israël a envahi et occupé le Liban. De nouveau, pour la troisième fois, cette terminologie mensongère. Il y a eu une guerre en 2006 suite à une attaque du Hezbollah contre Israël en territoire israélien. La guerre a été déclenchée et cette guerre a duré un mois, 34 jours, si je ne me trompe pas. Israël a envahi une partie du Liban pour combattre le Hezbollah et s'est retiré immédiatement. Ça a pris 3 jours, le retirement a duré 3 jours. Il n'y a pas eu d'occupation pendant toute la guerre, y compris l'envahissement et le compris d'Israël, en tout 34 jours. Il y a eu un envahissement partiel pour combattre le Hezbollah, ça fait partie de la guerre. La guerre est terminée, Israël s'est immédiatement retiré du Liban. Bref, faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision lorsqu'il est question d'enjeux de cette envergure. N'oubliez Bref, faut pas croire tout ce que Benjamin nous dit quand on parle de projets de cette envergure. jamais que ça, c'est de la politique. Ça, c'est de la géopolitique. N'oubliez jamais que le 7 octobre, ce n'est ni de la politique, ni de la géopolitique. Et contrairement à Benjamin, je ne vais pas vous mettre des photos pour vous rappeler de quoi il s'agit. Quelles sont les motivations exactement? En fait, c'est simple. En gros, Israël veut profiter de la fenêtre d'opportunité pour améliorer son environnement de sécurité de manière durable. Alors, Israël veut améliorer son sentiment de sécurité de manière durable. Eh bien oui, ça c'est tout à fait vrai. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça met un mauvais point à Israël. C'est un très bon point. J'espère que tous les États du monde feront la même chose pour protéger leurs citoyens. Frapper le Hezbollah pendant qu'il est vulnérable afin d'affaiblir ou même neutraliser une tentacule de l'Iran. Depuis le début du conflit, le nord d'Israël est essentiellement inhabité alors que les civils ont été évacués en raison des échanges de tirs avec le Hezbollah sur la frontière. Même chose du côté libanais d'ailleurs. Maintenant, Netanyahou fait d'un objectif de guerre officiel le retour à la maison des civils évacués. Si on lit entre les lignes, on comprend qu'Israël va tenter de repousser la zone tampon plus profondément en territoire libanais afin de créer une zone de sécurité contrôlée par l'armée israélienne et retirée seulement en échange de concessions majeures. On comprend qu'Israël veut créer une zone de sécurité contrôlée par l'armée israélienne. Non, on ne comprend pas ça. C'est toi qui comprends ça. Tu inventes là quelque chose, tu mets ça comme s'il s'agissait d'un fait, mais pas du tout. Plus encore, on en a déjà parlé, Israël avait déjà dans le passé une zone de sécurité pareille au sud Liban, de 81 ou 2 jusqu'à 2000. Ça n'a pas marché, Israël s'est retiré. Non, Israël ne compte pas refaire la même faute qu'il a déjà fait il y a quelques décennies. Pas du tout, ça c'est ton invention, et tu exposes ça comme s'il s'agissait d'un fait, comme si c'était une réalité objective, alors que c'est juste ton idée personnelle.
Au fond, c'est ce qui caractérise l'histoire d'Israël, saisir ces courtes fenêtres d'opportunités créées par les circonstances. Encore une fois, des circonstances tombées du ciel. Objectivement, c'est vrai, Israël n'a jamais été attaqué, d'accord? À la création de l'État en 73, la guerre du Kippour, rien à voir. Même en 67, Israël est celle qui a commencé la guerre. C'est la seule fois qu'Israël a commencé la guerre. Mais c'était parce que les forces des trois pays, la Jordanie, la Syrie et l'Égypte, se préparaient à attaquer Israël. Israël a juste fait qu'anticiper dans ce cas-là. Et si on regarde toutes les autres guerres d'Israël, à part la guerre des 6 jours qu'on vient d'expliquer, ce n'est jamais Israël qui a commencé la guerre. Il ne s'agit pas de circonstances qui sont des opportunités pour Israël. Il s'agit d'un pays qui veut juste vivre sa pays calmement et qui est attaqué multiples fois par ses ennemis, chaque fois les autres, des fois les mêmes. Et voilà, c'est tout. Premier ministre israélien Netanyahou, prolonger la guerre, c'est une question de survie politique. Alors, pour l'histoire de la survie politique de Netanyahou, ça c'est vrai, je pense. C'est vrai que Netanyahou est très occupé de sa position personnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément d'Israéliens qui sont contre lui. Et il y en a aussi beaucoup qui sont pour lui. Et ça c'est vrai qu'il essaie de tout faire pour survivre politiquement. Et ça, je suis entièrement d'accord avec Benjamin sur ce point-là. Mais ça n'a absolument rien à voir avec tout le reste. Tant qu'Israël est en guerre, il n'y aura pas d'élection. Alors, ça aussi c'est faux. Ça pourrait devenir vrai peut-être à terme, et pour l'instant c'est faux. Selon la loi israélienne, les élections ont lieu une fois toutes les 4 ans à peu près. Il reste encore à peu près 2 ans et demi à ce gouvernement-là. Ça fait 1 an et demi déjà. Un gouvernement peut tomber plus tôt s'il n'a pas la majorité au Parlement. Comme Benjamin l'expliquait, ça c'est vrai. Il faut une coalition. Pour l'instant, la coalition tient bien. Donc, pour l'instant, c'était bon. Si demain, la coalition tombe, il pourra y avoir des élections. En principe, ça doit être fait dans 3 mois. Donc, c'est complètement faux de dire que tant qu'il y a la guerre, il n'y a pas d'élection. Alors, il laisse Israël dans une posture de surpuissance, avec un contrôle total sur ses frontières. Bon, alors, on ne va pas reprendre l'histoire du contrôle du Liban. Mais par contre, de dire que Israël ou Netanyahou, ou n'importe qui en Israël, voudrait un contrôle total de nos frontières, de nouveau, j'espère que chaque pays normal voudra aussi avoir le contrôle de ses frontières, ou dans le cas de l'Union européenne, des frontières de l'Union européenne. J'espère que n'importe quelle entité politique de ce genre-là, comme un État ou une fédération, voudrait garder ses propres frontières sous contrôle. La laisser complètement ouverte à qui en veux-tu, en voilà, ça me paraît pas logique. J'espère tellement me tromper. Je crois sincèrement que ce qui se prépare, c'est une nouvelle invasion et occupation du Liban. Répétez une 3e fois au moins dans la vidéo Occupation du Liban, sans compter bien sûr le titre de la vidéo. De nouveau, occupation qui est juste dans la tête de Benjamin. Personne en Israël ne veut occuper le Liban, juste détruire le Hezbollah pour avoir le calme, et que nos citoyens du Nord, qui sont évacués il y a presque 1 an, puissent revenir à leur maison et vivre en paix. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Quelques notes pour terminer. C'est incroyable que Benjamin a réussi dans une vidéo de plus de 22 minutes de ne pas parler ne serait-ce qu'une seule fois du 7 octobre. Qui est l'origine et la source de tout ce conflit, toute cette guerre, toute cette situation, comme il aime décrire ça, des circonstances spéciales au Moyen-Orient. Pas une seule fois le 7 octobre n'a été mentionné, pas une seule fois il a mentionné que c'est le Hezbollah qui a commencé à tirer sur Israël le 8 octobre. Tout ça, ça a disparu. Pas une seule fois il a parlé du fait que c'est tout à fait bizarre, a priori, qu'il y ait des terroristes qui sont au Yémen, à des milliers de kilomètres d'Israël, tirent sur Israël, que des milices qui sont en Irak tirent sur Israël. Je le répète, aucun d'eux ne vient en aide aux Palestiniens. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit seulement et purement d'attaquer Israël. Et c'est bien au contraire, eux qui profitent de la situation pour attaquer Israël. Et même chose que l'Iran a fait en tirant ses 300 missiles en avril et ses 180 missiles en début octobre 2024. Pour moi, c'est juste hier. Israël a liquidé un diplomate iranien en Syrie, un diplomate iranien dont le but était d'aider le Hezbollah à combattre Israël. Donc, au contraire, c'est vraiment l'Iran qui a trouvé un super bon prétexte pour profiter, pour attaquer Israël à une ampleur de jamais vue dans l'histoire.
peut-être dans la Seconde Guerre mondiale. Imaginez aujourd'hui un seul missile balistique tiré sur la Russie, par exemple, en Europe ou sur le Canada. Qu'est-ce que ça donnerait? Là, on est à 300 en avril, 180 hier. C'est vraiment l'inversion complète des rôles de ce que Benjamin décrit. Il est clair et net que Benjamin n'a fait aussi aucun travail de journalisme, aucun travail d'analyse. Il a fait semblant, il sait très bien le faire. Dans beaucoup de cas, peut-être maintenant je commence à douter un petit peu de toutes les autres vidéos que j'ai vues. J'ai vu beaucoup de ces vidéos, j'ai beaucoup apprécié. Je commence à me demander si les autres ne ressemblent pas à celle-là. Et étant une personne qui ne connaît absolument rien à tous les autres conflits dont j'ai vu Benjamin parler, je le croyais. Maintenant je commence à douter un petit peu. Maintenant en tout cas il n'a donné aucune source. Il a complètement, littéralement gommé des faits extrêmement importants de la réalité de cette situation. Il a pris, dans plusieurs cas, il a mis ses idées personnelles, comme par exemple l'occupation du Liban, qu'il a répété plusieurs fois, et qui n'est basée sur absolument rien du tout, même pas sur déclarations des fois un petit peu fortuites de certains Israéliens. Là, il n'y a aucun même diplomate ou ministre israélien qui a dit quoi que ce soit sur une occupation à long terme du Liban, de manière furtive, et pourtant lui il est absolument certain, et il met ses idées personnelles comme s'il s'agissait de faits et de réalités, et il est complètement évident que Benjamin a son agenda. C'est un agenda politique, idéologique peut-être, mais en fin de compte politique lui aussi. Là il a vraiment complètement trahi son travail de journaliste objectif et qui essaie d'analyser réellement une situation. Et il a complètement failli à ça. C'est tout à fait compréhensible que beaucoup de gens, surtout ceux qui ne comprennent pas très bien la situation, soient contre Israël, ou n'aiment pas les actions d'Israël. Je peux comprendre ça. On est très très mal exposé dans le monde. Et le gouvernement Netanyahou a une très très mauvaise image dans le monde. Avec littéralement aucun Israélien qui sait vraiment expliquer ce qui se passe et pourquoi ça se passe et ce qui arrive. Bon, ça c'est un autre problème. Mais je peux comprendre que des gens qui ne soient pas d'accord avec la politique israélienne, il y a d'ailleurs plusieurs Israéliens qui ne sont pas d'accord avec la politique israélienne, tout ça est tout à fait légitime. On peut croire qu'Israël ne se comporte pas bien du tout envers Gaza, envers le Liban, envers les Palestiniens, et en Cisjordanie, l'autorité palestinienne. Tout ça est complètement et tout à fait normal. Et personne n'est obligé d'être d'accord avec Israël ou avec la politique israélienne, actuelle ou sur le long terme. Par contre, mentir, tricher, manipuler, quand Benjamin l'a fait, ça, c'est illégitime. D'accord? Si on veut que les gens puissent avoir leur idée réellement comme il faut, on doit leur montrer des réalités, et pas en cacher la moitié qui ne nous arrange pas, et inventer l'autre moitié de toute pièce. Voilà, j'en termine ici. C'est ma première vidéo de ce genre-là. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Je me sentais vraiment bouleversé et par cette vidéo de Benjamin. Et j'aimais beaucoup ces vidéos. Donc je voulais voir comment quelqu'un de très intelligent et d'extérieur à ce conflit traite ce conflit. J'ai déjà vu plusieurs autres sur YouTube. Il y en a pas mal comme ça, surtout en anglais. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Pas toujours j'aime entendre ce qu'ils disent. Des fois, c'est une réalité que moi-même... je n'aime pas tellement envers mon propre pays, ça peut arriver, ça nous arrive à tous, et sûrement quand il s'agit de guerre, mais j'en ai jamais vu aucun qui a à ce point-là menti, triché et manipulé, et ça m'a vraiment mis hors de moi et je me suis senti obligé d'y réagir. Voilà, donc c'est pour cette vidéo. Je ne sais pas si cette chaîne aura une continuité ou pas, et aucune idée. On verra, voilà. En tout cas, merci d'avoir visionné, écouté. C'est une vidéo assez longue. Merci beaucoup. Vous pouvez laisser vos commentaires si vous avez quelque chose à dire. Et voilà, merci beaucoup.